Donc vraiment, M. Ndiaye, vous avez cerné cette origine. Donc vraiment, vous avez montré l'hypothèse la plus répandue. Après, vous avez apporté des limites de cette hypothèse avec Cheikh Anta Diop. Maintenant, l'origine chronologique. Maintenant, quelle est l'origine intellectuelle? Alors, quand on parle de l'origine intellectuelle de la philosophie, ce n'est plus la question de la date et de lieu de naissance de la philosophie. Ça, c'est l'origine chronologique. L'origine intellectuelle de la philosophie, c'est l'origine de la philosophie à partir de l'esprit humain, à partir de l'intellect humain. Parce que l'intellect, c'est cette faculté humaine de penser, cette faculté humaine de comprendre, cette faculté humaine de connaître. Autrement dit, ça renvoie ici à l'esprit. Donc, quand on parle de l'origine de la philosophie, il est question de l'origine de la philosophie intellectuelle, il est question de l'origine de la philosophie à partir de l'esprit humain. Mais, pour revenir à cette question, tout à l'heure, en parlant de la philosophie, de sa définition, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas facile de dire ce qu'est la philosophie. Réellement. Cette question est déjà un problème philosophique. Vous n'êtes pas sans savoir, les élèves, ça, on le raconte, c'est l'anecdote. Le professeur Jean Lachelier, lors de sa leçon inaugurale, sa première leçon en classe, quand un élève lui a posé la question, mais monsieur, qu'est-ce que la philosophie? Il répondait, je ne sais pas. Devant la stupéfaction de ces jeunes élèves. Donc on dit souvent, pourtant, cette réponse était une réponse qui est pleine de bon sens. Pourquoi cette réponse était pleine de bon sens? Parce que tout simplement, le professeur savait qu'il n'était pas facile de donner une définition globale de la philosophie. Une définition partagée de la philosophie. Une définition unique de la philosophie n'existe pas. Il y a des définitions de la philosophie, d'une certaine manière. Voilà pourquoi il avait répondu, je ne sais pas. Mais pourquoi il n'est pas facile de définir la philosophie? Vous savez la raison? C'est que cela tient à la nature même de la philosophie. Philosophie, dafa am lu mu bindoo boo xam ni neexul la définir. Philosophie bokkul ak yenn xeetu xam-xam yi. C'est difficile. C'est difficile. Autrement dit, sa nature. Vous savez, la philosophie n'a pas d'objet propre. Elle n'a pas de méthode propre. Et elle ne serait pas une matière de connaissance. La philosophie n'a pas d'objet propre. Comme les autres formes de savoir. Les mathématiques, elles ont leur objet. Les mathématiques étudient le nombre et l'espace. Les physiques, elles ont leur objet. Les histoires et étudient le passé. Les sciences, elles ont un objet précis. Alors que c'est quoi l'objet de la philosophie? La philosophie réfléchit sur tout. Première chose. Deuxième chose, la philosophie n'a pas de méthode propre. Tout le monde sait que les sciences ont leur méthode. Alors que la philosophie n'a pas de méthode propre. Et on peut dire que chaque philosophe a sa méthode. Quand on parle de maïeutique, on pense à la méthode de qui? De Socrate, non? Mais cette méthode, c'est celle de Socrate, ce n'est pas celle de Descartes. Descartes a sa méthode qu'il expose dans son ouvrage Discours de la méthode. Donc la philosophie n'a pas de méthode propre. Connaissez cette méthode. Donc elle n'a pas d'objet propre, la philosophie. Elle n'a pas de méthode propre, la philosophie. Et enfin, la philosophie ne serait même pas une matière de connaissance. Dire que la philosophie n'est pas une matière de connaissance, c'est dire qu'en philosophie, il n'y a pratiquement rien à apprendre. C'est Emmanuel Kant qui dit: on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Très bien. Mais parce que, tu sais, on peut apprendre les mathématiques. Il y a des formules à apprendre. On peut apprendre la physique. On peut apprendre la chimie. Alors qu'en philosophie, dit Emmanuel Kant, il n'y a pratiquement rien à apprendre. Et Kant de dire, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Mais il faut que vous définissiez cette citation de Kant. Pour Kant, une meilleure explication. C'est important. Quand Kant dit... Quand Kant dit, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. Mais pourquoi on n'apprend pas la philosophie? Parce que Kant dit, mais la philosophie n'existe pas. La philosophie n'existe pas. Mais comment la philosophie n'existe pas? Pourquoi? Très bien. Mais parce que, quand je dis la philosophie, c'est comme s'il y avait une philosophie. Tu sais qu'il y a une science. Mais il n'y a pas une philosophie, il y a beaucoup de philosophies. Il y a la philosophie de Kant, la philosophie de Socrate, la philosophie de Descartes. Aristote, etc. Chaque philosophe a sa philosophie. Mais s'il fallait apprendre une philosophie, mais laquelle de ces philosophies apprendre? Il faut apprendre une. Très bien. Alors que quand tu apprends une philosophie, tu n'as pas appris la philosophie, tu as appris une philosophie. Donc la philosophie n'existe pas. Donc on ne peut pas apprendre la philosophie. Ce que tu dois apprendre, c'est apprendre à philosopher. À philosopher. Très bien. Et quand de dire, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Comment on apprend à philosopher? Alors, comment on apprend à philosopher? Moi, j'ai dit, on apprend à philosopher par l'exercice
et par l'usage que l'on fait soi-même de sa propre raison. Yàlla dafa jox ku nekk xel. Xam nga philosophie mooy lan? Mooy jéem a xalaatal sa bopp. Philosophie, c'est apprendre à penser par soi-même. Bañ ko la xalaatal. Dafa am ñu bëri ñoo xam ni dañuy toog ñu leen di xalaatal wala ñuy toog di jël xalaatu jaamu di xalaat bu neexee ñu ne ah Kocc Barma nee na woon. Ah diw nee na woon. Ah kii nee na woon. Donc c'est faire une rupture. Mais bien sûr, philosophie, c'est apprendre à penser par soi-même. Par soi-même. Une liberté. Oui, la philosophie se veut une pensée libre, une pensée autonome, une pensée personnelle, une pensée critique. Donc, philosophie, c'est apprendre à penser par soi-même. Voilà pourquoi, à travers cette citation tout à l'heure de Kant, il semble suggérer que mais il est préférable d'apprendre à penser, mais plutôt que d'apprendre des pensées que d'autres ont formulées à notre place et que nous recevions passivement comme des vérités éternelles. Vous faites que vous avez ah, Kocc Barma nee na ah, Olof Ndiaye nee na mais yow loo wax. Donc c'est faire table rase. Ah oui, il faut faire table rase. Ok. Il faut faire table rase. Donc les élèves, vous écoutez. C'est Towa, le philosophe camerounais, qui dit que la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Philosophie, c'est être maître de sa pensée. Mais pour être maître de sa pensée, il faut commencer par faire table rase. Par tout remettre en question. Vous vous souvenez de ce propos de Edmund Husserl qui disait que quiconque veut devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises afin de les reconstruire. C'est-à-dire qu'il faut tout faire table rase, ce que Descartes appelait la tabula rasa. Donc dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous voyons que les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne posent des problèmes, lesquels nous n'arrivons pas à donner des réponses adéquates. Très bien, Bertrand Russell. Okay. Ça, c'est Bertrand Russell. Une façon de dire autrement, une citation que les élèves ont, mais celui qui n'a aucune teinture de philosophie traverse l'existence prisonnier des préjugés des révidences communs, des croyances habituelles à son temps en son pays et des convictions qui ont grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. Très bien. Et donc, philosopher, c'est apprendre à penser par soi-même. Philosopher, c'est être maître de sa pensée. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai défini la philosophie comme une pensée d'abord radicalement nouvelle, parce que c'est une pensée personnelle, c'est une pensée rationnelle, c'est une pensée consciente, mais c'est une pensée libre et essentiellement critique. Voilà les caractéristiques de la pensée philosophique. Si je peux résumer ça, je dis que la philosophie est une façon de penser, mais toute pensée n'est pas philosophique. Comment ça? Oui. La philosophie est une façon de penser, mais toute pensée n'est pas philosophique. Autrement dit, il ne suffit pas de penser pour philosopher. Il faut penser d'une certaine manière pour philosopher. Quels sont alors les critères de la pensée philosophique? Cette pensée doit être lucide. Ah, bien sûr, la lucidité fait partie des caractéristiques de la pensée philosophique. C'est une pensée lucide. Et si je peux résumer tous ces critères-là, ces caractéristiques-là, je dirais qu'il y a 3 critères d'une pensée philosophique. Il y a le doute. Le doute. Il y a l'incertitude. L'incertitude. Il y a l'interrogation. L'interrogation. Le doute, l'incertitude et l'interrogation sont les meilleurs critères de la pensée philosophique. Le doute, mais parce que tout le monde sait que le doute mais est une méthode pour le philosophe d'accéder à la vérité. Tu sais qu'il n'y a pas de philosophie sans doute. La doute occupe une place essentielle en philosophie. Celui qui ne doute pas ne philosophe pas. Ne philosophe pas. Ça, c'est le doute. Pour ce qui est de l'interrogation, mais la philosophie se veut un questionnement permanent. En philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses, et chaque réponse devient une nouvelle question. L'interrogation, elle est essentielle en philosophie, elle est au cœur même de la démarche philosophique. Et enfin, l'incertitude. Mais tout le monde sait, oui, le philosophe, il est incertain. Philosopher, mais c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi. Jankélévitch. Une manière de dire, une manière de dire que pour philosopher, il faut apprendre à cultiver l'incertitude. Donc la valeur de la philosophie réside dans son caractère incertain même. Dans ce beau texte-là, la valeur de la philosophie réside dans son caractère incertain même. Ce qui fait qu'en philosophie, on se méfie des certitudes. Moi, une année, le sujet qui était sorti au bac disait, vouloir la certitude, n'est-ce pas tuer la philosophie? Pour dire que l'incertitude est ce qui caractérise la philosophie. Comment vous expliquez cette interrogation? Vouloir la certitude, n'est-ce pas tuer la philosophie? Mais parce que tout simplement, quand quelqu'un veut la certitude,
Quand quelqu'un atteint la certitude, mais quand on est certain, mais on ne réfléchit plus. Quand on est sûr de quelque chose, mais on n'a plus besoin de réfléchir. Donc la certitude est le signe d'une pensée morte. D'une pensée morte. La certitude est le signe d'une pensée morte. Alors que la philosophie se veut une pensée vivante, une pensée incertaine. Quand quelqu'un atteint la certitude, mais il ne pense plus, il ne réfléchit plus. Voilà pourquoi en philosophie, on se méfie des certitudes, et notamment les certitudes premières. D'ailleurs, ces certitudes premières-là, le philosophe doit commencer par les remettre en question. Donc la philosophie est cette entreprise qui met fin au règne de la certitude. Au règne de la certitude. La philosophie met fin au règne de la certitude. Vouloir la certitude, c'est tuer la philosophie. La certitude, c'est le signe d'une pensée morte. Ou autrement dit, mais philosopher, c'est se trouver plus à l'aise dans l'inquiétude ou l'étonnement que dans l'assurance des savoirs établis. Parce que la philosophie, tout le monde le sait, elle est anti-dogmatique. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme. Disait Karl Jaspers. Et donc, une façon de dire que donc, voilà les critères de la philosophie. Maintenant, pour revenir à votre question de tout à l'heure, l'origine intellectuelle de la philosophie, je vous ai dit que les questions philosophiques ne surgissent pas du néant. Madame, pour nga philosopher, vous avez une attitude d'esprit pour adopter pour nga philosopher. Une attitude veut dire une nature. Oui, c'est-à-dire une position d'esprit. Comme le fait d'être fasciné comme ça, tu es fasciné, etc. Ça, c'est une attitude d'esprit. Mais tout le monde sait que la philosophie n'est pas de la fascination. Tu te réveilles, par exemple, tu es ici souvent, le soleil, qui se levait. Le soleil se levait toujours à l'est. Le soleil se lève au nord. Tu peux être fasciné. Le soleil s'est levé au nord. Ça, c'est de la fascination. Ce n'est pas philosopher. Le philosophe, le soleil se lève au nord. Il dit, mais il y a problème. Il y a quelque chose qui ne va pas de soi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se pose des questions. Ça, c'est aussi une attitude. Et voilà pourquoi, dit-on, la philosophie naît de deux attitudes d'esprit, à savoir l'étonnement devant les choses et le doute quant à nos certitudes. Mais vous pouvez rappeler l'étonnement. Mais tout le monde sait que la philosophie est fille de l'étonnement. L'étonnement est la mère de la philosophie. Il n'y a pas de philosophie sans étonnement. On dit que la philosophie est fille de l'étonnement. Vous savez, c'est Socrate, le père fondateur de la philosophie, qui disait, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine dans le tête. Et que plus tard, Aristote reprend en disant que c'est l'étonnement qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. Donc, le philosophe ne peut pas philosopher sans étonnement. Il faut qu'il commence par s'étonner. C'est quoi l'étonnement? Mais s'étonner, c'est avoir une attitude d'interrogation. S'étonner, c'est se dire que rien ne va de soi, que rien n'est évident. Donc, l'étonnement est une attitude d'interrogation devant ce qui est étrange. Devant ce qui est étrange, l'homme doit s'étonner, il doit être surpris, il doit se poser des questions. Donc, voilà pourquoi dit-on que la philosophie ne naît que de l'étonnement. Que la philosophie est fille de l'étonnement. Donc, s'étonner, c'est avoir le sens du problème. Mais s'étonner, c'est avoir le sens du problème. Parce que, tu sais ce que signifie avoir le sens du problème? On dit souvent que le philosophe est celui qui voit des problèmes là où les autres ne voient que des évidences. Le philosophe, il a le sens du problème. Parce que il a un esprit critique. Le philosophe, il voit des problèmes là où les autres ne voient que des certitudes. Il a le sens du problème. Ce que la foule accepte et rejeté par le philosophe. Ce que la foule accepte comme évident est rejeté par le philosophe, d'une certaine manière. Mais parce qu'il s'étonne. S'étonner, c'est avoir le sens du problème. C'est avoir le sens de la question. Avoir cet esprit critique-là. Donc, s'étonner, c'est avoir le sens du problème. S'étonner, c'est avoir le sens de la question. Donc, c'est dire que la philosophie est une attitude d'interrogation. C'est important. Donc, la philosophie, elle est née de l'étonnement. Il n'y a pas de philosophie sans étonnement. Voilà pourquoi, d'ailleurs, dit-on, la philosophie est plus à l'aise dans l'inquiétude et l'étonnement que dans l'assurance des savoirs établis. Le philosophe préfère être surpris, il préfère être étonné. Toujours. C'est important. Donc, pour vous rappeler que vous suivez la radio 104.6 Guédiawaye FM, comme invité Moussa Ndiaye Philo, vraiment, donc vous pouvez poser vos questions. Les auditeurs
77 208 10 03 77 208 10 03. Donc, M. Ndiaye, vous avez expliqué l'étonnement. Maintenant, quelle est la différence, par exemple? Quelle est la place du doute dans la philosophie? Le doute, c'est l'autre origine intellectuelle de la philosophie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la philosophie a deux origines intellectuelles. L'étonnement devant les choses et le doute quant à nos certitudes. Le doute occupe une place centrale en philosophie. Il n'y a pas de philosophie sans doute. C'est important de savoir ce qu'est le doute et de connaître le rôle, en tout cas la place qu'il occupe en philosophie. Qu'est-ce que le doute? Le mot doute, comme vous le savez, vient du latin dubitare qui veut dire balancer. Donc le doute, dans son sens familier, dans le langage courant, ben, est une attitude, disons, d'incertitude, une situation d'incertitude dans laquelle se trouve l'individu. C'est-à-dire, celui qui doute, et c'est parce qu'il est incertain. Ça, c'est un doute. Parce que celui qui doute, il est incertain. C'est un état d'incertitude. Mais ça, ce n'est pas le doute dans ce sens philosophique. Dans son sens philosophique, le doute est une attitude réfléchie, volontaire et critique. Pourquoi attitude volontaire? Mais parce que le philosophe choisit de douter. Quand vous perdez vos clés, vous êtes dans le doute. Mais quand vous doutez, est-ce que vous choisissez de douter? Ce doute n'est pas volontaire. Vous êtes mis en face du doute. Autrement dit, vous n'avez pas choisi de douter. Vous doutez parce que vous êtes incertain. Alors que le philosophe, son doute est un doute volontaire. Madame, le philosophe... La faculté de suspendre. Ah, oui, il choisit de douter. D'ailleurs, tu l'as dit, le doute au sens philosophique veut dire la faculté, c'est-à-dire le fait de suspendre son jugement devant ce qui se présente comme une vérité. Comme une vérité. Afin de faire quoi? Afin de l'examiner et dans un doute rationnel, parce que c'est un doute méthodique. Vous savez, dans le discours de la méthode, mais c'est par le doute que Descartes est parvenu à son fameux cogito Ergo sum. Ergo sum. Je pense donc que je suis. Mais comment il a découvert comment il est parvenu à cette vérité? Je pense donc que je suis. Mais c'est par le doute. Descartes commence par douter de tout. Douter même d'avoir un corps, douter de l'existence du monde extérieur. Mais pendant que Descartes voulait penser que tout était faux, il dit, une seule chose résistait à mon doute, c'est le doute lui-même. Je pouvais douter de tout, sauf le fait de douter. Mais il dit que douter, mais c'est penser. Mais celui qui pense forcément, il existe, et à partir de là, il déduit cette vérité-là. Je pense, donc je suis. Vous voyez que c'est par le doute que Descartes est parvenu à son fameux cogito ergo sum, pour te montrer que le doute est une méthode chez le philosophe d'accéder à la vérité. Il n'y a pas de philosophie sans doute. Un esprit qui ne doute pas ne peut pas être un esprit philosophique. Il est pertinent. Il y a aussi une autre question. Un élève qui pose la question suivante à M. Ndiaye. Quelle est la différence entre la sagesse philosophique et les autres sagesses? Que veut dire la sagesse philosophique? Alors, la sagesse philosophique, c'est une sagesse à la limite rationnelle. Moi, quand j'avais écrit un article il y a trop sur ma page Facebook, où que j'ai intitulé une nouvelle manière d'enseigner la philosophie. Je vous dis tout à l'heure, quand j'enseigne la sagesse philosophique, je fais allusion à Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh et à Mansour Sy Borom Daara. Mais je termine en disant, mais il ne faut pas confondre la sagesse philosophique avec la sagesse religieuse. La sagesse religieuse, c'est cette sagesse fondée sur des croyances. Alors que la sagesse philosophique est une sagesse exclusivement fondée sur la raison. Ah oui, il y a une différence fondamentale. Et donc, une sagesse fondée sur la raison, même si les deux peuvent avoir quand même, c'est toutes les deux des sagesses, des arts de vivre, il y a des points communs quand même, il y a des similitudes, mais il y a aussi forcément des différences. Ce qui fait que, pour montrer qu'il y a des similitudes entre sagesse philosophique et sagesse religieuse, parfois tu as l'impression, quand tu lis Socrate, que Socrate, il est musulman, ou il est chrétien. Mais parce que ce qu'il dit est compatible avec les enseignements des religions révélées. Quand Socrate, bien le jour, on raconte Socrate,
est venu devant un magasin où on vend des articles, des boubous, des écharpes, etc. Il s'est écrié, mais que de choses dont je n'ai pas besoin. Socrate ne cessait de dire à ses interlocuteurs, mais il faut apprendre à purifier son âme. Le corps n'est rien. Il faut se détourner de l'inessentiel. Il faut aller vers l'essentiel, purifier son âme. Mais cela est compatible avec les enseignements de nos religions. Nit dafa war a dafa ruum. Parce que jëm dara ruu dafa war a sell nga raxas ba mu set purifier son âme mais c'est à la limite très compatible avec les enseignements de notre religion. Moo tax may la sànq il y a des points communs entre les deux sagesses. La sagesse philosophique et la sagesse religieuse. Une élève a posé aussi la question suivante, Maguette. La philosophie, elle dit que si la philosophie n'existe pas, alors à quoi sert la philosophie? Si la philosophie n'existe pas, alors à quoi sert la philosophie? Oui. Quand je dis la philosophie n'existe pas, il faut dég. Parce que la philosophie là, elle n'existe pas. Parce que la philosophie, c'est comme s'il y avait une philosophie. Alors qu'il n'y a pas une philosophie, il y a plusieurs philosophies. Faut mais l'homme n'existe pas. Mais l'homme n'existe pas. Et moi, non, je ne suis pas l'homme, je suis un homme. Mais l'homme n'existe pas. De la même manière, la philosophie n'existe pas. Ce qui existe, c'est des philosophies. Chacun a sa philosophie. Et comme chacun a sa philosophie, voilà pourquoi quand tu dis, mais on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Parce que tu dois apprendre la philosophie, mais bonne philosophie à apprendre. Et vous savez que les philosophes ne disent pas la même chose. Chaque philosophe dit ce qu'il pense. Qui day wax li qui wax le contraire. Mais bu fekkee da ngay jàng philosophie la ngay jàng qui wax li qui wax le contraire kan ngay gëm. Et quand ne bul jàng philosophie jàngal yow nu ñuy philosopher. On n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. ñoom dañoo am xel yow nga am xel. bul nangu di jëriñoo seeni xalaat yow. te doo xalaat jéemal jàng yow nu ñuy xalaatee. Il faut pas apprendre la philosophie, il faut apprendre à philosopher. Autrement dit, pour un philosophe, la vérité ne se trouve pas dans le cahier du maître. Ah oui. Pour le philosophe, la vérité ne se trouve pas dans le cahier du maître. Ku nekk yaay dem être à la quête de la vérité. De cette manière. Mais avoir certaine liberté de penser. Nul n'a le monopole de la vérité en philosophie. Maître du moom mooy vérité bi. Man tey bu may jàngal sama classe, je dis ce que je pense. Un élève dit, monsieur, je suis pas d'accord avec vous parce que mon culture est libre, ne pas être d'accord. C'est ça la philosophie. C'est une pensée personnelle. C'est une pensée personnelle. Chacun est libre de prendre position. Personne n'a le monopole de la vérité. Moi, je ne prétends pas posséder la vérité. Je donne mon point de vue, je défends mon point de vue, mais je n'impose pas ce point de vue-là aux élèves. Parce que la philosophie, elle est antidogmatique. Quand tu tombes dans le dogmatisme, tu sors de la philosophie. Bonne tu deviens dogmatique. Parce que le dogmatisme, c'est cette attitude consistant à poser des vérités qui sont indiscutables. Qui s'imposent. Alors que refuser le caractère discutable d'une conviction, c'est sortir de la philosophie. En philosophie, tout est discutable. Très bien. Que veut dire cela? Refuser le caractère discutable de toute conviction, n'est-ce pas s'éloigner des frontières de la philosophie? Donc le philosophe a l'audace, hein? Mais bien sûr, le philosophe, il a l'audace. En tout cas, il a le courage. Hegel dit, la condition de la philosophie, c'est le courage de la vérité et la foi en la puissance de l'esprit. Le courage de la vérité. Le philosophe, il a le courage de la vérité. Avoir le courage de la vérité, c'est même prêt à mourir pour la vérité. Mais ensuite, la foi en la puissance de l'esprit. Le philosophe, il faut wóolu xelam. Lu ko xelam mayul rek du ko nangu. Moom la Tawaa wax naan ne rien n'admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Tout doit penser au tribunal de la raison, de cette manière. Et que donc, refuser le caractère discutable d'une conviction, c'est sortir de la philosophie. Mais dans la conviction, mais une conviction, c'est une certitude. C'est une croyance ferme. Quand quelqu'un a une conviction, il y a une certitude. C'est l'assentiment. Ah oui, la ferme conviction, c'est l'assentiment. Le fait de dire que ça, c'est une vérité. C'est ça une conviction. Dites-moi mes convictions. Man ma gëm ni lii la. Ma gëm ni par exemple, jigéen soppante bu nu wóolu bu ma demee ba gëm ko. Conviction la ci man.
mais bu ma demee nag bay refuser le caractère discutable de cette conviction maanaam du ma nangu kenn ku ko discuter. boo demee mais monsieur pourquoi may la booy dama ne jigéen dama ne jigéen soppaltewul wóolu kooku fi lañ ko fekk. bu ko weddi. nar ci xulo je refuse le caractère discutable d'une conviction. Et quand je refuse le caractère discutable d'une conviction je sors de la philosophie. Parce que je deviens dogmatique. Ok, alors que la philosophie est antidogmatique. Et antidogmatique bàyyi ko mu joxe xalaatam. mën naa jàpp ne jigéen soppaltewul wóolu moom mu ne mais jigéen pourquoi ñu mënuñu sopp jigéen ba pare wóolu ko. Donc refuser le caractère discutable d'une conviction, c'est sortir de la philosophie, mais parce que la philosophie, elle est antidogmatique. Ok. Donc merci vraiment. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Moussa Ndiaye, professeur de philosophie, lycée Seydina Rouhoulaye, ex-LPA. Donc nous vous remercions. Agora philosophique tire à sa fin. Vraiment, l'intervention de Moussa Ndiaye a été belle et pertinente. Presque 25 ans d'expérience dans l'enseignement. Donc les élèves de la banlieue et partout vous remercient de votre belle intervention. Merci. Que Dieu te donne la paix. Merci. Merci. Donc beaucoup. À bientôt, samedi, Inch'Allah, avec Pa Moussa Niass, 13h-14h, qui parlera de la définition de la philosophie. Merci.